Ce train qui siffle ne roulera plus jamais. Totalement transpercé de balles et d'éclats d'obus, il est l'un des symboles de la guerre de Corée. Le père Onsin, supérieur des missions étrangères de Paris pour la Corée, nous conduit aujourd'hui au Parc de la Paix, à la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, sur le 38e parallèle. 238 km de frontière, totalement infranchissable, qui coupe en deux ce pays depuis 1953. C'est devant un mur couvert de fanions colorés et de messages, sur un pont également coupé en deux, que je retrouve Madame Lim. Cette Coréenne de Séoul, visiblement émue, vient pour la première fois dans ce Parc de la Paix. Ce pays est divisé à cause des idéologies, pour des raisons politiques. Beaucoup de gens souffrent de cette séparation, de cette division. La plupart des gens, à commencer par moi, souhaitent une rapide réunification. Mais pour vous, le pays qui est juste en face, qu'on appelle la Corée du Nord, c'est aussi votre pays ou c'est un pays étranger différent? Oui, pour moi, c'est le même pays. Père Onsin, nous voici au lieu le plus loin où des Coréens peuvent aller, à la frontière entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. C'est un parc, le Parc de la Paix aujourd'hui, avec cette cloche de la paix qui est derrière nous, ce train qui a été mitraillé pendant la guerre, et puis ces ponts qui sont devant nous, un pont écroulé, un autre pont coupé. Qu'est-ce que ça évoque pour vous d'être si près de la Corée du Nord? Oui, ça évoque cette division effectivement qui est tellement arbitraire, puisque c'est le même peuple qui est d'un côté et de l'autre de la frontière. Et puis ça me fait penser aussi à cette guerre de Corée où un certain nombre de prêtres français, une dizaine, ont été arrêtés et déportés en Corée du Nord par les communistes. Et on les a obligés à faire la marche de la mort. Ils sont morts d'épuisement et puis de faim aussi. C'est une page de l'histoire qu'on a tendance à oublier, cette guerre de Corée. Oui, effectivement, le temps passe vite. On oublie qu'il y a 60 ans, on était en pleine guerre de Corée. Et qu'il y a eu 1 million de morts. Des deux côtés. Des deux côtés, oui, bien sûr, des deux côtés. Et puis le pays a été ravagé. Père Onsin, nous sommes à un endroit incroyable ici, très propice pour contempler la Corée du Nord qui est juste en face de nous, de l'autre côté de la rivière. On a des jumelles pour observer les postes d'observation des militaires qui sont en face. Pourquoi est-ce que cet observatoire a été construit ici, à ce lieu? Eh bien, effectivement, il est construit au sommet d'une montagne qui s'appelle Odusan, qui est au confluent de la rivière Han et de la rivière Imjingak, le croisement. Alors ça donne un point d'observation assez extraordinaire sur la Corée du Nord. Les Coréens du Nord sont juste là, à 2 km en face, de l'autre côté de la rivière. 2-3 km à peu près, oui. Ici, et puis là-bas, vers la langue de terre, je crois qu'il y a 400 mètres à peu près qui séparent uniquement les deux pays. Effectivement, c'est très proche. Très proche. Et puis alors, on voit des militaires Corée du Sud de notre côté, il y a des fils de fer barbelés tout le long d'ailleurs. Oui. J'ai été impressionné en arrivant de Séoul, pratiquement tout le long du fleuve. Il y avait des fils de fer barbelés. Même sur le territoire sud-coréen, parce qu'il y a des gens, des militaires nord-coréens qui pourraient venir se laisser emporter par le courant pour venir en Corée du Sud. Alors il y a tout le long de la rivière, il y a des barbelés. Oui. Et des postes de garde. Il y a un esprit d'inquiétude ici en Corée du Sud. On est toujours un peu, je dirais, sur ses gardes face à une invasion possible de la Corée du Nord. Écoutez, non, pas réellement, parce que ça fait 60 ans qu'on est dans cette situation. Alors les gens finissent par s'y habituer, mais alors c'est vrai que il y a quand même les militaires qui veillent, qui sont toujours sur leur garde. Des deux côtés. Des deux côtés.
Alors vous, Père Ronsin, en tant que prêtre des missions étrangères de Paris, est-ce que vous avez l'occasion de vous rendre en Corée du Nord de temps en temps? Eh bien, depuis 2004, j'ai eu 8 fois l'occasion de me rendre en Corée du Nord, dans un cadre particulier, sur invitation de la Corée du Nord, du ministère de la Santé. Je suis allé chaque fois avec une fondation américano-coréenne qui vient en aide aux tuberculeux de Corée du Nord. 약을 제대로 먹지 않아서 그럽니다. 결국은 가족끼리 약을 나눠 먹다가 잘못하면은 그 가문이 이제 사라지죠. 다 죽습니다. De retour à Séoul, j'ai souhaité rencontrer le docteur Stephen Linton, le directeur et fondateur de cette fondation Eugene Bell. Au moins 2 fois par an, il se rend en Corée du Nord pour des missions de lutte contre la tuberculose. Stephen Linton est le descendant du révérend Eugene Bell, un missionnaire presbytérien américain arrivé en Corée en 1895. Depuis 4 générations, cette famille est au service de tous les Coréens, du Nord comme du Sud. Our organization focuses only on tuberculosis care in North Korea only. Notre organisation est complètement dédiée à la lutte contre la tuberculose en Corée du Nord. De 1995 à 2007, nous avons agi sur la tuberculose ordinaire. Et depuis 2007, nous nous occupons des malades qui ont besoin d'un traitement spécial, car les soins ordinaires ne suffisent plus. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de lutter particulièrement contre la tuberculose en Corée du Nord? We were founded in 1995. Nous avons été fondés en 1995. Et pendant 2 ans, nous avons apporté de la nourriture. Et puis ce sont les Nord-Coréens eux-mêmes qui nous ont demandé de nous occuper de la tuberculose. Probablement parce que mes parents ont lutté contre la tuberculose en Corée du Sud quand j'étais enfant. Le gouvernement nord-coréen vous laisse travailler librement ou êtes-vous très contrôlé? We always have government guides with us. Nous avons toujours des guides du gouvernement avec nous, et nous ne pouvons nous déplacer que dans des lieux où nous travaillons. Mais nous avons une relative liberté dans le cadre de notre travail. Quite unusual, actually. We're able to talk to staff, we're able to talk to patients. Nous pouvons parler au personnel des hôpitaux, aux patients. Nous pouvons collecter les crachats des malades individuellement, les photographier et faire tout ce que nous voulons pour aider le programme. Les missions étrangères de Paris, notamment le Père Ronsin, vous accompagnent en Corée du Nord depuis 2004. Que représente cette aide pour votre organisation? Depuis l'an 2000, quand nous avons commencé le travail sur la tuberculose, les prêtres des missions étrangères de Paris et d'autres organisations catholiques ont été d'une grande aide. C'est très difficile de trouver des étrangers qui parlent coréen et qui sont volontaires pour partir encore et encore en Corée du Nord. Et heureusement, les prêtres des missions étrangères et les pères de Mérinol sont volontaires pour le faire. Ils nous aident grandement, à la fois comme accompagnateurs et comme donateurs. 잘 보셨습니까? 정말로 뜻깊은 일이죠. Père Michel Ronsin, est-ce qu'aujourd'hui, au cours de vos voyages, vous avez pu rencontrer des chrétiens en Corée du Nord? Est-ce qu'il y en a encore? Non, nous n'avons pas pu rencontrer de chrétiens réellement, mais certainement qu'il y en a. Il y a des églises chrétiennes à Pyongyang, la capitale, mais nous ne sommes pas sûrs de qui sont exactement les gens qui viennent là. Vous pensez qu'ils sont là pour être montrés aux visiteurs étrangers? Oui, nous ne savons pas bien. Est-ce que c'est pour faire croire qu'il y a la liberté religieuse ou bien pour faciliter des collectes de fonds pour le régime? Nous ne savons pas exactement. En tout cas, il y a une église catholique, mais il n'y a pas de prêtre. Et il y a 2 églises protestantes. Et puis, depuis 2007, je crois, il y a une église orthodoxe que j'ai pu visiter. Mais il n'y a pas de clergé catholique officiel en Corée du Nord? Il n'y a pas de clergé catholique officiel en Corée du Nord.
Et ça vous arrive de célébrer la messe en Corée du Nord? Je n'ai jamais pu célébrer la messe. On ne m'a jamais autorisé à célébrer la messe parce qu'il faut y aller spécifiquement pour célébrer la messe. Si quelqu'un y va comme moi à titre d'un autre programme, il n'est pas autorisé à célébrer la messe. Prêtre des missions étrangères de Paris, le père Philippe Blot est en Corée depuis 1990. Dans le diocèse de Suwon, au sud de Séoul, il a fondé 3 foyers pour venir en aide à des jeunes en difficulté. C'est dans l'un de ces foyers que, grâce à lui, j'ai pu rencontrer un jeune Coréen du Nord de 15 ans qui a fui son pays il y a 3 ans avec ses parents. Témoigner était encore très difficile pour lui. De la sueur coulait de son front et son regard était fixé sur le sol. Je suis arrivé de Corée du Nord jusqu'en Chine avec ma grand-mère, mon père et ma mère. Au départ, mes parents voulaient rester en Chine, mais la situation était trop dangereuse. Alors nous sommes venus en Corée du Sud. Nous sommes passés de Corée du Nord en Chine en traversant la rivière et en soudoyant les gardes-frontières. Et comment est-ce que vous êtes passé de la Chine à la Corée du Sud? Nous avons dû marcher jusqu'en Thaïlande et là nous avons été pris en charge par une ambassade et c'est en avion que nous sommes venus en Corée du Sud. C'était plus vite que je ne le croyais, mais nous avons dû abandonner ma grand-mère en Chine. Quelle a été ton impression quand tu es arrivé en Corée du Sud, les premiers jours? Au début, j'étais très content, car tout était si différent de la Corée du Nord, si développé. Mais en même temps, je pensais à ceux que nous avions laissés, notamment ma grand-mère, et j'ai beaucoup pleuré. Père Blot, comment est-ce que vous êtes amené à être en contact avec des Coréens réfugiés, enfin des Coréens venant de la Corée du Nord? Parce que simplement, la seule raison, c'est qu'il y a le centre de rééducation de réfugiés de Corée du Nord qui se trouve dans mon diocèse, à Suwon. Donc le centre s'appelle le centre de Hanawon, et donc c'est un centre qui accueille tous les ans des milliers de réfugiés qui sont là pour 1 ou 2, 3 ans pour pouvoir ensuite se réinsérer dans la société coréenne, puisque la différence culturelle et idéologique entre le pays est énorme, donc il faut qu'ils se réadaptent à un nouveau pays, à une nouvelle vie, même si c'est la même Corée, mais en fait ce sont quand même 2 pays qui vivent à des rythmes complètement différents, qui sont tous différents. Voilà. Généralement, quand ces personnes témoignent, comment est-ce qu'ils ont fait pour quitter la Corée du Nord et passer en Corée du Sud? Et ils prennent, alors bien sûr ça se prépare sur des mois, ils me le disent, ils ne prennent pas ces décisions du jour au lendemain, donc ils font en sorte que ça ne se sache pas. Généralement ça se fait par famille, c'est-à-dire donc ils n'ont pas confiance dans les voisins, ils ont peur qu'il y ait des gens qui les vendent, qui parlent avant qu'ils partent, donc en fait ça reste vraiment un secret, et ensuite après plusieurs mois de préparation, eh bien, ils partent en pleine nuit, et dans les heures qui viennent, il faut qu'ils traversent la frontière, sinon ils peuvent se faire prendre. Et ils pénètrent en Chine, ils ne peuvent pas pénétrer en Corée du Sud. Non, impossible de parler, ils passent que par la Chine. Alors, s'ils sont démasqués, c'est-à-dire s'ils sont arrêtés par la police chinoise ou par l'armée chinoise, eh bien, ils sont de suite internés dans un centre, près de la frontière, et ensuite rapatriés de force en Corée du Nord, ce qui équivaut à la torture, à la mort ou à l'internement dans les camps de concentration. Voilà. Une fois qu'ils quittent la Chine, ils partent dans quelle direction? Quand ils quittent la Chine, ils essaient de partir dans un pays tiers, un pays donc limitrophe, voisin de la Chine, donc soit la Mongolie, soit la Thaïlande. Voilà, ce sont les 2 destinations d'ailleurs actuellement prioritaires. Voilà. Et là, ils vont demander asile à l'ambassade de Corée du Sud. Voilà, alors ils vont dans la capitale où ils vont trouver souvent des associations caritatives, ils ont souvent des adresses qu'on leur donne avant de partir, et ils vont aussi frapper aux portes des ambassades pour prendre un avion pour aller soit en Corée du Sud ou aux États-Unis ou au Canada. Père Blot, est-ce que les Coréens du Nord, une fois qu'ils sont arrivés en Corée du Sud, sont bien intégrés dans la société, ou est-ce qu'ils sont toujours marginalisés? Je dirais que
On essaie de les accueillir ici dans ce pays, mais en fait ils s'intègrent très difficilement parce qu'ils ont cette étiquette de rapatriés, de réfugiés et donc de Coréens du Nord. Et donc on a beaucoup du mal à les accepter et eux ils ont beaucoup du mal aussi à s'adapter dans cette vie capitaliste qu'ils n'ont jamais connue, de superconsommation, marquée aussi par un certain individualisme qu'ils n'ont pas connu. Et donc, c'est très difficile de vivre pour eux dans un pays qui est étranger dans beaucoup de domaines. Même s'ils sont coréens des deux côtés. Même s'ils sont coréens, même si autrefois la culture était la même, si c'était un même pays autrefois, la différence maintenant est extrême. C'est un pays différent. 이제 빨리 와 여기서 먹어 같이. 여기서 먹어 맛있다며. 응 당연한 거 아니야? Le Père Blot, je vous le disais tout à l'heure, a fondé 3 foyers qui accueillent chacun 6 à 7 jeunes en difficulté, de jeunes de 15 à 20 ans. Chaque foyer essaye de leur recréer une cellule familiale, avec 2 éducateurs, un homme et une femme. Le foyer Saint-Jean de Kumpo, à environ 1 heure au sud de Séoul, est un petit immeuble de 3 étages, avec une grande pièce à vivre, entourée de chambres, une grande salle de réunion et de loisirs, une chapelle, et sur la terrasse, la chambre du Père Blot. 안녕하세요. 저는 고등학교 1학년 최비호이고요. Je m'appelle Chepio, j'ai 17 ans. Je suis originaire de Songna, une ville dans le Gyeonggi-do. Je suis arrivé au foyer l'année dernière, en mars, parce que mes parents étaient affrontés à une situation économique assez grave. Ils se sont retrouvés tous les deux en prison. Alors ils nous ont placés, mon frère et moi, dans les foyers du Père Blot. Les plus grands m'ont bien accepté. Ceux de mon âge sont devenus des copains et les plus petits, ce sont comme des petits frères. Je suis plutôt heureux ici et ça marche mieux à l'école. Au début, je ne voulais pas venir ici, mais maintenant c'est bien et les éducateurs, c'est comme des oncles et des tantes. Père Blot, nous nous sommes installés sur la terrasse de ce foyer Saint-Jean-Saint-Jacques, ici, dans le diocèse de Suwon. Nous sommes entourés d'immeubles, mais aussi entourés de quelques fleurs. Je ne sais pas si ce sont les jeunes qui s'occupent des fleurs. Si, bien sûr. Pourquoi vous avez choisi de créer ce foyer? Face à quelle constatation, en fait? L'initiative, c'est toujours Dieu qui prend l'initiative des projets, que ce soit d'éducation, etc. Alors là, c'est le Seigneur, par l'intermédiaire des Restaurants du Cœur, qui m'a fait rencontrer donc 5 jeunes qui mangeaient donc avec les personnes âgées. Et je me suis aperçu que ces jeunes-là faisaient partie d'un quart de la population qui était marginalisée et qui donc vivait à côté des autres, si on peut dire. Et donc mon cœur de prêtre est allé vers eux et pour les accueillir, pour trouver une solution, voilà, pour pas qu'ils restent justement à côté de la société, qu'ils puissent vivre avec nous. Quels sont, je ne vais pas vous demander de me raconter toutes les histoires, mais quels sont les problèmes que rencontrent ces jeunes qui sont accueillis dans ces foyers? Ce sont surtout des histoires familiales qui sont très lourdes à porter. C'est dû souvent à la séparation des parents, de la maman et du papa, et puis lié souvent à des situations économiques qui sont un petit peu difficiles. Voilà. Et souvent, la maman a pris l'initiative, à cause des conditions difficiles économiques, puis aussi à cause des difficultés de relationnelles avec son mari. Souvent liées à l'alcool, à la violence. À la violence, à l'alcool, et puis voilà. En gros, c'est les 2 raisons principales. Et donc la maman s'en va et laisse le papa seul avec les enfants. Voilà. Il ne sait pas comment Eh bien, il arrive à les garder. Voilà, il gère au départ un peu la situation de manière un peu bancale et puis finalement il nous les confie. Voilà, où des fois c'est la ville qui en son nom prend l'initiative de les confier à un foyer pour qu'ils puissent aller à l'école parce que tant qu'ils sont avec le père ne s'en occupe vraiment pas bien et donc il y a un absentéisme au niveau des écoles qui est assez prononcé, ce qui fait que la ville prend le relais pour retirer la responsabilité de l'enfant au père pour le confier à un foyer où il y a des éducateurs qui éduqueront le jeune voilà, pour travailler, pour étudier. 강훈이를 왜 안 오고? 모르죠?
그냥 아이들한테 그냥 주고 싶어서. 나는 해주는 거는 아무것도 없어요. 아이들한테 그냥. Michaela, éducatrice au foyer Saint-Jean. 그냥 저는 여기에서 애들하고 있으면서 부유하게 제가 자라지 않았어요. 그래서 Qu'est-ce que j'apporte à ces jeunes? Eh bien, ce que je voudrais apporter, c'est mon cœur de mère. Je sais que je ne serai pas leur mère à 100% parce que je ne suis pas leur mère biologique, mais ce que je veux leur apporter, c'est un cœur de mère, ce que leur maman ne peut pas leur apporter le temps qu'ils vont vivre là. Ces jeunes qui vivent dans ce foyer, ce sont mes fils à 50%. Michaela, de quoi ces jeunes qui ont eu de gros problèmes dans leur famille ont le plus besoin? 아이들한테 제일 처음에 왔을 때 어떤 한 아이가 제일 처음에 뭐 요한이 왔을 때 제일 처음 밥을 막 먹는 거예요. Je vais prendre l'exemple d'un jeune qui s'appelle Kwam Hoon. Les premiers jours au foyer, il ne voulait qu'une chose, manger. Je le surprenais toujours en train de manger. Alors je lui ai demandé « Pourquoi est-ce que tu ne fais que manger ?» Il m'a répondu « Je veux prendre des forces pour pouvoir tuer mon père. » Il avait été violenté par son père et il n'avait que de la haine dans son cœur. Alors je lui ai dit que je le comprenais, mais qu'avec mon cœur de mère, je souhaitais que la haine quitte son cœur. Je l'ai aidé à comprendre que son père était un homme comme les autres, capable de faire des fautes, et qu'il devait arriver à lui pardonner pour se libérer de la haine qui allait lui faire encore plus de mal. 안녕하십니까. 저는 성유아의 집에서 생활교사로 일하고 있는 홍영민입니다. Je m'appelle Yongmin. Je suis éducateur dans ce foyer Saint-Jean. J'ai 30 ans et ça fait 1 an que je travaille ici. Après avoir été accueilli comme jeune pendant quelques années dans ce foyer, j'ai fait différents petits boulots et puis j'ai repris des études d'éducateur spécialisé. Quand Michaela l'a appris, elle m'a proposé de venir travailler au foyer à mi-temps. Puis maintenant, je suis à temps plein. Qu'est-ce que vous pensez que, par le fait que vous ayez vous-même connu bien des problèmes dans votre histoire, dans votre famille, vous pouvez apporter de particulier aux jeunes qui sont eux aussi dans des situations difficiles et que vous accueillez maintenant ici? 도움을 많이 받는 거죠. 그러니까 제가 본의아니게 이런 시설 쪽에 있다 보니까 애들 심정도 더 많이 이해하게 되고. Mon histoire familiale, douloureuse, je la voyais plutôt négativement autrefois. Alors que maintenant, je me rends compte qu'elle me permet d'aider des jeunes qui ont connu une histoire aussi mouvementée que la mienne. Je peux dire que je comprends mieux ces jeunes qu'un éducateur qui vient d'un milieu normal. Je connais leur cœur, je devance ce dont ils ont besoin. Je sais ce qui leur manque. Je suis plus un grand frère qu'un éducateur. Père Philippe Blot, vous êtes missionnaire des missions étrangères de Paris, vous êtes prêtre. Et en même temps, ici, vous faites un travail d'éducateur dans ces foyers. Pour vous, c'est en lien complètement avec votre vie de missionnaire? Ah oui, tout à fait. D'abord parce que ce n'est pas une mission que j'ai choisie, c'est le Seigneur qui m'a fait rencontrer ces enfants. Et la plupart des enfants, on le disait tout à l'heure, donc ils ne sont pas chrétiens. Donc c'est un travail de mission, annoncer Jésus à ces jeunes-là, et puis leur faire comprendre que Dieu, il aime les exclus, les petits, et donc il faut leur apprendre à leur montrer Jésus, qu'il les aime, et que ça va être leur ami toute leur vie, parce que ces jeunes-là qui vont prendre leur indépendance, je dis, ils ont pas de famille, et donc ils auront au moins quelqu'un sur qui ils peuvent reposer, c'est Jésus. Donc c'est un travail extrêmement missionnaire, voilà. Annoncer Jésus à ces jeunes-là, ils pourraient devenir vraiment hommes, et puis chrétiens. On est dans votre chambre, on peut le dire, pour cette interview. Et puis je vois juste au-dessus de votre lit, vous avez mis une grande image de Jésus bon berger. Oui. C'est pas anodin, je crois. Ah non, pas du tout. C'est ce que vous ressentez? Tout à fait. Moi, c'est mon cœur que je veux donner aux jeunes. Les jeunes avec qui je vis, c'est mon cœur, être bon, la bonté, la douceur, tout ce que Jésus a transmis aux lépreux, aux malades, etc. C'est ce que je veux donner aux jeunes. C'est tout l'amour que j'ai dans mon cœur, toute l'affection que j'ai, qu'ils n'ont pas reçu de leurs parents. C'est ça que je veux leur donner à eux, en un seul mot.
Dans notre prochaine émission, nous resterons en Corée du Sud pour nous intéresser cette fois-ci à l'envers du boom économique coréen en rencontrant des ouvriers de petites entreprises de sous-traitance, des travailleurs migrants et bien sûr des prêtres des missions étrangères de Paris en mission auprès d'eux.